Let's go et bienvenue sur, Bonne Réputation, le podcast où je décrypte les plus belles marques personnelles pour vous aider à construire la vôtre. Moi, c'est Mathieu, je suis coach en personal branding pour entrepreneurs et dirigeants et dans chaque épisode, j'interviewe une personne qui fait autorité dans son domaine. On déconstruit sa marque personnelle, on comprend, comment, elle est passée d'inconnu au bataillon à leader d'opinion et on ressort avec des méthodes pour, construire la sienne. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Madalena. Salut Madalena. Salut Mathieu. Merci beaucoup de nous rejoindre sur, Bonne Réputation. En fait, je suis vraiment content, que tu viennes, prendre le micro de ce podcast parce que moi, j'accompagne des dirigeants et entrepreneurs, extraordinaires. Ils sont tous vraiment, vraiment géniaux et je les accompagne sur leur communication, mais leur problème numéro un, qui les empêche souvent de rayonner, c'est le manque de temps. En tout cas, c'est en apparence le manque de temps et je remarque, aussi que les entrepreneurs qui rayonnent le plus n'ont pas forcément plus de temps que les autres, en fait. C'est ceux qui parviennent à se concentrer sur ce qu'ils aiment faire. Et c'est un peu la question fil rouge de cet épisode, c'est comment se concentrer sur sa zone de génie pour rayonner. Et ça tombe bien parce que aider les entrepreneurs à se concentrer sur leur zone de génie, ça fait partie de ta mission avec VA World. Et en plus, toi, tu as réussi à le faire sur toi, sur ton propre business, et tu as réussi à le faire de manière assez impressionnante, on va en reparler. Et du coup, toi-même, aujourd'hui, tu rayonnes avec une communication que je trouve plutôt inspirante. Donc, c'est une bonne preuve par l'exemple. Et j'aimerais bien revenir sur le sujet à travers aussi ta propre expérience. Mais avant, je vais te laisser te présenter. Merci pour cette introduction déjà. Moi, je suis Madalena. J'ai une agence d'assistante virtuelle. Je ne travaille qu'avec des freelances. J'ai une équipe qui compte entre 30 et 40 assistantes et nous accompagnons les entrepreneurs du digital, mais pas que, des CEO de start-up, des solopreneurs qui commencent à déléguer et nous on les aide avec différents profils d'assistantes, profil bras droit, administratif, compta, marketing. On les accompagne sur différents sujets. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai lu dans tes communications que tu étais passé toi-même de virtual assistant freelance. Je crois que c'était en 2020, si mes infos sont bonnes. Et aujourd'hui, tu diriges une agence qui, dans ce que j'ai lu, c'est pareil, ça a peut-être changé, mais atteint 800 000 euros de chiffre d'affaires, tout en restant sur un modèle solo, en fait, solopreneur, puisque tu bosses qu'avec des freelances. Ce qui m'intéressait, c'est de savoir comment tu en étais arrivé là, en fait, quelles grandes étapes tu avais empruntées déjà toi pour arriver à ça. Parce que dans ceux qui nous écoutent, oui, pour préciser aussi, il y a à la fois des entrepreneurs indépendants qui ont vocation à faire grossir un business, mais peut-être à rester seul. Et il y a aussi des entrepreneurs qui ont des équipes, des entreprises, mais qui peuvent avoir des problématiques de déléguer quand même certaines choses. Alors pour moi, ça n'a pas été une étape à franchir. Ça a été un livre en fait qui a tout changé. J'étais freelance. Je, Ça commençait à bien marcher pour moi. J'avais pas mal de demandes et j'avais envie de faire plus. Mais je savais que mon temps était très limité parce que je venais de me séparer. J'étais seule avec deux enfants. Je venais à peine de commencer à entreprendre. J'avais pas vraiment d'expérience professionnelle avant. Et je savais que mon temps était très limité. J'avais envie de faire des grandes choses et d'aider le plus de monde possible. Et j'ai lu ce livre qui a tout changé pour moi et c'est Company of One. Et c'est vraiment le livre qui explique qu'on peut faire des grandes choses, avoir des grands business tout en restant en solo à l'aide justement de freelance et qu'on n'a pas besoin forcément d'avoir des gros bureaux et beaucoup d'employés pour avoir un grand business. Et c'est vrai que ça, ça, ça a changé ma vie, ces livres. Je me suis dit, ben oui, je peux rester qui je suis. Je peux rester dans ma petite vie avec mon appartement à la plage, passer du temps avec mes enfants, mais avoir un business et changer vraiment les choses. Donc c'est ça qui a tout changé. Et la délégation, en fait, pour moi, était vraiment naturelle parce que mon temps était limité. J'avais de la demande et donc tout de suite j'étais chercher quelqu'un un binôme à qui commencer à déléguer certaines tâches qui m'avaient été confiées par mes clients. Donc moi j'ai jamais eu l'idée de monter une agence.
J'ai juste commencé à m'entourer, à travailler en binôme avec une personne, puis une deuxième, puis une troisième. Et ça fait qu'aujourd'hui, 3 ans après, j'ai des dizaines de personnes qui m'accompagnent. Ouais, tu travailles avec combien de personnes aujourd'hui à peu près? J'ai entre 30 et 40 assistantes actives qui ont au moins une mission avec mon agence. OK, OK, ouais, super impressionnant pour revenir sur le livre, merci beaucoup pour la référence. Ça, c'est pas un livre que j'ai lu pour le coup, donc ça m'intéresse. Je vais le mettre dans les notes de l'épisode pour celles et ceux qui écoutent. Il y a un truc en particulier qui a créé le déclic? Parce que tu sais, Mais c'est vraiment le fait de comprendre que on peut entreprendre, on peut avoir un gros business sans forcément passer par ces modèles classiques. Parce que en fait, c'est ça, c'est l'internet et le digital a tout changé. Et moi, je voulais entreprendre. Je suis quelqu'un d'ambitieuse. J'ai du courage, je dirais, mais je ne me vois pas, je ne me voyais pas être quelqu'un manager d'une équipe de 50 employés dans de mmh, grands bureaux, dans un environnement un peu corporate. Et je pensais qu'entreprendre, c'était cela. oui, Et ce livre m'a appris que non, entreprendre aujourd'hui peut être, oui, avoir un lifestyle business, avoir une vie, travailler moins, travailler à distance avec des gens du monde entier, en freelance, sans trop s'embêter avec cette structure et ce modèle corporate qui était le modèle dominant dans dans les dernières années. ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, en fait, c'est important que tu le rappelles parce que même moi aujourd'hui, je suis solopreneur, même si ça fait que 2 ans, je suis indépendant et je veux rester solo. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, c'est évident pour moi qu'il est possible d'avancer comme ça et d'aller assez loin comme ça et de bien en vivre. Mais pendant un petit moment, pour moi, c'était pas possible. Ça faisait même pas partie des possibilités, quoi. Je me disais: «Si tu es Mm. indépendant, tu vas être freelance, à bosser en mission longue pour des entreprises». Après, j'ai découvert que non, enfin tu as raison, le modèle de solopreneur, qui bosse, pas forcément seul d'ailleurs, mais avec plein de freelance et qui du coup peut avoir une compagnie, lui tout seul qui marche très bien, sans avoir énormément de management et de contraintes de bureau et cetera. C'est quelque chose qui existait pas, en tout cas, c'est une vision Ouais. ou un rêve qui existait pas, il y a quelques années. Mais pour revenir du coup sur, on va revenir sur ce moment-là, sur ce déclic où tu lis ce livre. C'est vrai qu'il y a à partir de peut-être de ton expérience et peut-être aussi de celle de tes clients, c'est quoi que tu délègues en premier, tu vois? Moi, j'avais un concept que je trouve intéressant, ça vient encore des Américains, qui est «buy back your time», tu vois? Quand tu as On a tous un temps limité et à un moment donné, ce temps-là, le but pour monter, que ce soit un indépendant ou même un patron, un leader, il va devoir le racheter ce temps ce que je me demandais, c'est est-ce que tu avais identifié par ton expérience ou tes clients, par quoi on commence, tu vois? Alors, j'ai pas mal de choses à dire sur ce sujet. Alors déjà, Buy Back Your Time, c'est le titre d'un livre de Dan Martell, qui donc entrepreneur américain, qui est un fervent défendeur de l'assistante. En fait, lui, il a une assistante, il en parle beaucoup. Il parle beaucoup de délégation et il dit que parfois, en fait, quand on a envie de grandir son business, la première étape, le premier levier, c'est justement l'assistante, recruter la bonne assistante. Mais en fait, il faut toujours se demander pourquoi on recrute une assistante. Et lui, son concept, sa philosophie, c'est pour racheter son temps libre, en fait. Donc, buy back your time. Et donc, lui, il dit, il faut comprendre que on ne recrute pas une assistante pour développer son business, pour grandir son business, mais pour racheter le temps. Et ça, c'est pour moi, c'est une vision. Et donc, par exemple, si quelqu'un recherche une assistante pour se libérer du temps, c'est pas important qu'elle ait un super profil, mais parce qu'elle va s'occuper des tâches opérationnelles. Et moi, dans mon équipe, j'ai des assistantes qui ont ce profil. Et les premières tâches qu'on nous délègue en premier quand on cherche une assistante opérationnelle, c'est tout ce qui est administratif, pré-compta, gestion d'email et de l'agenda. Même dans Martel, on parle beaucoup. Euh, alors, pour tout ce qui est pré-compta, je vous fais des exemples concrets. C'est tout ce qui est Oui. édition de factures, pointage, recherche des justificatifs, relance d'impayés,
C'est à peu près, ça aide après pour la préparation du bilan ou avec dans la communication avec l'expert comptable. Ça, c'est ce qu'on nous délègue en premier et avec aussi la gestion d'email. La gestion d'email, on arrive avec des solutions d'IA. C'est vrai qu'on arrive quand même à avoir des drafts de réponses déjà créés par l'IA. On arrive aussi à organiser l'inbox avec des solutions d'IA. Mais il reste quand même cette partie manuelle. Il faut quand même faire un suivi client. On délègue souvent ça à l'assistante. Mais là aussi, il y a plusieurs façons de s'y prendre. Et par exemple, Dan Martel, pour le citer encore une fois, c'est vrai qu'il lui dit, tant que si vous avez une assistante que juste vous mettez en copie de tout, vous lui demandez de vous mettre en copie de tout, et juste elle est là pour de temps en temps répondre à des emails, ça va pas changer votre vie. Lui, il dit qu'en fait, l'entrepreneur ne devrait plus aller sur son inbox. Il dit, vous déléguez entièrement l'accès à l'email, la lecture de vos emails à votre assistante. Vous lui dites de créer un dossier à traiter avec vous, avec le client. Donc tous les emails auxquels elle ne sait pas répondre, elle les met dans ce dossier et une fois par semaine, 2 fois par semaine, en direct sur un call avec votre assistante, vous traitez ces emails. Mmh. OK, là, on sent qu'on touche à des éléments qui sont à la fois opérationnels, mais aussi, d'état Ouais. d'esprit, de mindset, dans le sens où voilà, faut faire un petit cap, faut passer un petit cap dans sa tête pour se dire: «OK, je vais déléguer, mes emails et donc ma relation directe avec d'autres personnes». OK, donc pré-compta, merci. Tout ce qui est les tâches, administratives, pré-comptabilité, relance d'impayés, gestion d'emails et l'agenda, est-ce que c'est quelque chose, qui vient ensuite, qui va avec les emails? Enfin, tu Oui, comptes déjà l'agenda pour dedans? la prise de rendez-vous, envoyer les invitations Google Meet, même si ça, pareil, on arrive de plus en plus à le faire avec l'IA. Mais il y a des business plus classiques comme les avocats qui veulent avoir une vraie personne qui appelle la personne pour définir un créneau pour un rendez-vous. Mais ça peut être quelque chose de, même dans le perso, un client qui demande, moi j'ai envie que tu mettes mes séances de sport toute la semaine dans l'agenda, que tu bloques des créneaux pour la famille, que tu m'imposes une séance de massage une fois par semaine. Il y a des clients qui demandent ça à l'assistante, et juste de mieux organiser l'agenda, et même qui demandent de l'aide à l'assistante pour mieux se tenir à leurs propres règles. Par Mmh. exemple, ils disent, voilà, le soir, je n'ai pas travaillé, donc l'assistante, en fait, elle essaie de ne jamais caler rendez-vous le soir ou de lui dire, ou d'organiser une soirée avec la compagne, par exemple, du client, pour qu'il s'y tienne, en fait, à ces règles qu'il a envie de s'imposer. OK, OK. Mais Donc, ça donc, ouais, quand pardon, on pardon. essaye voilà, quand on suit cette règle de buy back your time, ça, c'est les tâches opérationnelles qu'on délègue en premier. Mais ce n'est pas la seule approche possible. Si on a envie de recruter une assistante pour développer son business, moi, j'ai des profils bras droits dans mon équipe qui sont vraiment des assistantes très qualifiées, qui peuvent vraiment être là au quotidien auprès de l'entrepreneur pour s'occuper de peu importe quelle tâche opérationnelle, mais aussi pour l'aider dans la stratégie, pour l'aider à réfléchir, à brainstormer, à essayer plusieurs axes de développement, à essayer de trouver de partenaires business, pour l'aider dans la levée de fonds. Tout ça, c'est possible aussi. Ouais, d'accord, OK. Donc, j'imagine que ça dépend aussi de ton avancée en tant qu'entrepreneur. Tu délègues, potentiellement, d'abord, des tâches opérationnelles et puis ensuite, quand tu es plus avancé, des éléments de plus en plus, stratégiques, Oui, jusqu'à que tu aies plus qu'à aller sur ton téléphone et prendre des décisions, quoi. ouais. Hem, Tu as touché au perso quand on parlait de l'agenda, bah, on a vite vu que, bah, c'était compliqué de séparer le pro et le perso de toute manière dans l'agenda et dans la vie des gens, c'est souvent compliqué. Moi, j'avais une question, pour toi, c'est comment toi tu choisis, les domaines que tu souhaites déléguer et justement par rapport à, bah, par exemple à l'agenda, comment s'intègre le perso dans tout ça? Est-ce Alors, que c'est à séparer ou non? Est-ce que ça dépend des gens? moi, dans ma vie, ou tu Et demandes pour nos clients? et bah, toi, comment tu fais? Mais peut-être que la Alors, réponse, c'est qu'il y a différents types selon les gens, hein. J'arrive pas trop à oui, mais comprendre si c'est possible de le séparer, en fait. alors moi, par exemple, je n'aime pas trop séparer les deux, et je suis OK avec le fait que moi, je crois pas trop à cette idée de d'équilibre vie perso, vie pro.
pour moi, tout est mélangé. Dans ma vie, tout est mélangé et ça me convient. En fait, moi, j'aime bien et souvent je travaille, mais j'ai mes enfants à côté. Mes enfants sont déjà venus avec moi dans un déjeuner business. Je parle des clients alors qu'ils écoutent, ils sont à côté. Euh, j'ai déjà été au parc ou à la plage avec mes enfants. Moi, je travaillais sur mon téléphone à côté. Donc tout ça, tout est mélangé. Et aussi dans ma vie perso, vraiment ce qui me passionne dans ma vie perso, ben, souvent ça se mélange au business. Donc c'est vrai que pour moi, il est impossible de savoir combien d'heures je travaille par semaine parce que tout est mélangé. Quand j'écoute un podcast, quand je regarde Mmh. une série télé, par exemple là, je regarde We Crashed sur la série sur WeWork. Et tout est mélangé. Ça m'aide aussi des idées business pour après l'utiliser dans ma création de contenu. Ça m'aide d'évoluer un business. Est-ce que ça, c'est du travail? Est-ce que c'est du perso? Je sais pas. Et je me prends pas la tête, en fait. Pour moi, c'est pas Ouais. important de séparer les deux. Il y a d'autres personnes qui veulent séparer et qui, par exemple, mettent des blocs dans l'agenda ou disent ça, c'est du temps pour moi ou du temps perso. Et donc, ils OK. s'interdisent de mettre de rendez-vous business ou de faire des tâches business dans ce temps-là. OK. Donc c'est possible, il est possible de séparer le pro et perso, mais ce que tu dis et ce que j'entends quand même, c'est que c'est à un moment donné, ça doit se retrouver sur le même agenda, sinon c'est pas possible parce que Oui, nous, on fait tout l'agenda. c'est le Après, même temps. on Ouais. sépare les deux avec des codes de couleur. OK, OK. Mais OK, il y a pas, un agenda pro, un agenda perso, tout est au même endroit et il y a les plages différentes. Oui. Non, merci, c'est peut-être évident pour toi, mais je pense pour certains qui nous écoutent, c'est peut-être pas forcément évident. Moi, en tout cas, c'est un des trucs qui m'a vachement aidé, c'est qu'il y a longtemps, j'avais 2 agendas différents et en fait, je sais même pas pourquoi je faisais ça, hein. Maintenant, j'ai des codes couleurs effectivement moi aussi, mais je pourrais pas faire sans un agenda où j'ai la vision globale de mon perso et mon pro, quoi. OK. Et après, Hem, moi, j'aime bien, moi, j'ai pas mal de règles. Par exemple, pour les cours découvertes, moi, j'ai que 2 après-midi par semaine où je peux prendre des cours découvertes. Donc, j'aime bien aussi ne pas avoir un agenda ouvert, genre tout le ouais. monde peut me booker mon temps à n'importe quel moment. J'ai vraiment des créneaux pour des calls avec pour mon business et pour des calls découvertes. Et c'est vrai que si tu vas sur mon calendrier, tu vas que 3 heures à dispo le lundi et le jeudi, c'est tout. Donc ça aide aussi, je trouve. Ouais, ça c'est un super tips. Moi j'ai mis ça en place aussi, sachant que parfois il y a des petites exceptions qui sont faites, mais au moins je sais que c'est des exceptions et très bien, on a pas mal parlé de l'agenda, mais si on remonte sur les domaines, là on se dit: «Bon, je suis entrepreneur, je suis indépendant, peu importe et je suis sous l'eau quoi. J'ai pas le temps. Du coup, bah, je me concentre pas sur ma zone de génie. Du coup, j'ai pas non plus le temps de communiquer et d'autres, je les vois communiquer alors qu'ils sont peut-être pas aussi forts que moi. Bref, je suis super frustré et comment choisir, ces domaines? Je sais qu'on avait échangé et que tu présentes, la matrice d'Eisenhower. Est-ce qu'on peut en reparler peut-être pour aider les gens Oui, à choisir? oui. Alors c'est un grand sujet. Moi, d'habitude, il me faut entre 1 et 2 heures pour arriver à comprendre un peu la zone de génie du client. Après, pour des personnes, c'est plus facile. Je pense que pour moi, c'est facile de le faire parce que je suis souvent dans l'introspection. C'est vrai que je m'y connais, je me connais bien. Et je sais ce qui est important pour moi dans la vie, qui est pas évident pour d'autres personnes qui se sont jamais posé la question. Mais par exemple, pour moi, ce qui est important, c'est la liberté et la passion, en fait, dans la vie. Avant, je disais le kiff, là, j'essaie d'être un peu plus professionnelle, c'est vraiment la passion, le désir, le sens, en fait, dans ce que je fais. Pour moi, c'est très important. Donc, c'est très facile pour moi de me dire bah, quelle tâche en fait me donne un sens de liberté et de kiff et de passion dans la vie. C'est très facile pour moi. Donc, c'est souvent les rencontres avec les gens, c'est de l'école découverte, c'est le marketing, c'est diffuser un message, c'est toute cette partie-là. Et ce qui m'enlève toute ma passion et mon sens de liberté, c'est justement les tâches routinières, c'est l'opérationnel, c'est les factures, les devis, les emails, la prospection. Donc pour moi, c'est évident en fait ce que je dois déléguer, c'est cette partie-là. Mais c'est parce que pour moi, dans la vie, c'est ça qui guide ma vie en fait. C'est vraiment la liberté et la passion. Pour d'autres personnes, ça peut être l'argent déjà par exemple. Mais si c'est l'argent en fait votre objectif premier, pourquoi pas classer les tâches par ordre de ce qui vous ramène de l'argent et ce qui ne vous ramène pas. Donc déléguer des tâches qui ne ramènent pas d'argent
Mais gardez les tâches qui ramènent beaucoup d'argent. Si vous êtes un bon commercial, gardez les calls de prospection, gardez les prospections même par email, les campagnes de call emailing. Ça, gardez-les si vous êtes fort. C'est ça qui rapporte de l'argent. Et déléguez le reste. Ça dépend aussi, ça peut dépendre aussi de votre personnalité. Est-ce que vous avez déjà analysé votre personnalité? Est-ce que vous êtes plus un profil intégrateur, plus un peu COO? Est-ce que vous êtes manager ou vous êtes leader? Et si vous êtes leader, est-ce que vous êtes leader visionnaire ou plus producteur, on l'appelle, quelqu'un qui est plus là dans la production. Et tout ça, ça fait une différence. Moi, par exemple, je pensais vouloir être manager et en fait, je ne le suis pas du tout. Enfin, j'apprends, je m'améliore, mais c'est pas ma nature. Ma nature, c'est plus leader artistique, je dirais. Donc moi, même si j'aide mes clients à se structurer, à s'organiser, à déléguer, moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas la structure et j'aime bien garder cette liberté, en fait, où je donne la vision, je fais évoluer mon business, je prends des risques, je prends de grosses décisions, je motive, en fait, les personnes à me suivre, à travailler avec moi. Donc, pareil, ça aussi, avec l'expérience, c'est vrai que la zone de génie, parfois, elle ressort, en fait, petit à petit. Ouais. Si vous adorez les finances, les chiffres, gardez cette partie et déléguez plutôt la création de contenu. Ouais. Donc Ça on va dépend. croiser. Ouais. Ouais, ça dépend. Mais souvent, si vous êtes à l'écoute de vous-même, vous le sentez quand vous faites des tâches, vous sentez quand vous êtes dans le flow, quand vous faites des tâches où vraiment le temps, on dirait que ne passe pas tellement, où vous aimez ce que vous êtes en train de faire. Et d'autres fois, moi, je sais qu'il y a énormément de tâches routinières que quand je dois les faire, je me dis non mais je procrastine, je dis mais pas encore ça. Je le sens que ça me vide en fait au niveau de mon énergie et de ma passion en fait. Et c'est Donc, bien de toujours faire un point avec soi-même. Est-ce que j'aime faire ça? Parce que sinon, ce qui arrive à énormément de business, et je dirais même que c'est la majorité des entrepreneurs, ils lancent un business pour devenir libres parce qu'ils ont une passion, et 3 ans après, ils se retrouvent à faire des tâches ennuyantes, faibles valeur ajoutée. Ils passent vraiment leur temps à faire des factures, des devis, des emails, des contrats, alors que l'idée à l'origine, c'était pas ça. Et c'est parce que voilà, ils n'ont pas appris à rester sur ces choses qui les passionnaient au début et à déléguer le reste. ok, j'aime bien l'idée de partir de qu'est-ce que j'aime, de la passion, et de croiser ça, de croiser le qu'est-ce que j'aime faire avec ce en quoi je suis bon, et ensuite de le mettre un peu dans une matrice, quoi. Qu'est-ce qui est vraiment important pour mon business? Il y a peut-être cette notion-là aussi, bien sûr. Et puis après, qu'est-ce qui est urgent? Je sais qu'il y a la matrice d'Eisenhower où on classe les choses urgent, important, pas urgent, pas important. Oui. J'aime bien l'idée de pas avoir que ce prisme-là, Alors, et de croiser avec qu'est-ce qui me fait kiffer aussi. Parce que en fait, la transformation, elle s'opère ici, mm, quoi. Le but, c'est de se retrouver à faire des choses qui me font kiffer, quoi. mm. Mais c'est surtout que de mon expérience, les solopreneurs ne savent pas trop utiliser cette matrice parce que Ok, pour eux, tout a l'air important et tout a l'air urgent, en fait. c'est Donc, vrai. c'est pas bien identifié. Mais moi, comme je disais, ça peut aussi ça peut se jouer sur la personnalité. Quelle est ta personnalité? Garde les choses que tu aimes faire en te basant sur ta personnalité et prends quelqu'un qui a la personnalité opposée. Pour moi, l'assistante, ça marche un peu comme l'associé. L'associé Ouais. parfait en business, c'est quelqu'un souvent qui a l'opposé de toi. Et donc, si tu es quelqu'un souvent les entrepreneurs, je connais beaucoup d'entrepreneurs qui sont comme moi, ils sont un peu artistiques, ils sont un peu visionnaires, ils ont plein d'idées, ils parlent dans tous les sens, ils sont très forts pour le business, pour trouver des idées, mais ils sont pas bons pour se structurer, s'organiser et suivre les routines du quotidien. Donc c'est vrai que moi, par exemple, j'adore travailler avec des assistantes ultra carrées, vraiment les profils intégrateurs qui mettent en place des process, des outils, qui ont l'attention aux détails et qui font que dans le back office, en fait, tout soit géré à la perfection. Hmm. Ok, super, super clé aussi, ouais, pour comment choisir la bonne personne. Mais ça implique de bien se connaître. Mais je pense de toute manière, c'est l'un des gros, enfin ce que tu dis là, en fait, c'est l'un des gros défis de l'entrepreneuriat. Et je sais pas si c'est surtout l'entrepreneuriat quand tu es indépendant ou pas.
en tout cas moi en tant qu'indépendant, j'ai l'impression que c'est moi contre moi, quoi, hein. En fait, je suis mon meilleur ami et mon pire ennemi, c'est-à-dire que c'est tout le chemin, c'est d'apprendre à mieux me connaître et mieux je me connais, mieux mon entreprise se porte, quoi. Ah bah, À chaque fois, il faut que je fasse sauter des angles morts, il faut que je fasse sauter des croyances et du ah coup, mais ça toujours. m'amène à, Pour moi, ça ça m'amène à, ouais, c'est la grande vérité. C'est plus tu grandis personnellement, plus tu grandis ton business en conséquence. ouais, et c'est Mm. ça qui est génial aussi, hein, c'est ça qui rend le truc intéressant. Ah, moi, j'adore. Et Mm. c'est ça qui fait dire aussi que souvent, enfin, plus j'avance, moi, plus je me rends compte que le problème, il est pas vraiment, dans les compétences ni dans le temps que j'ai, parce qu'il sera toujours le même, le temps que j'ai. C'est surtout un problème de mindset, d'état d'esprit. Et tu vois, là, c'est un truc qui m'intéresse. Tu vois, moi, par exemple, j'ai des petits déclics plus ou moins gros, mais un des déclics que j'avais eu, il y avait pas longtemps, c'était, allez, il y a 6 mois, c'était, de passer du mode survie au mode plutôt abondance. De se dire, en fait: «Mais si je suis tout le temps», j'étais souvent en mode survie. «Ah, il faut que je fasse au moins ça pour être bien, pour réussir, et cetera», et donc ce mode survie, je le fais rapide, mais de me dire, «Ah, il faut que je gagne, au moins tant par mois». Prenons du chiffre d'affaires, il faut que je gagne au moins 10 000 € de chiffre d'affaires par mois pour avoir tant de salaire, et cetera. En fait, je me suis rendu compte que c'était un truc qui, moi, me motivait pas du tout. C'est-à-dire que moi, la survie ne me motive pas. Moi, il me faut plutôt un objectif ultra ambitieux et me dire que je vais viser ça et en fait, le monde est abondant et du coup, c'est pas grave. J'ai une abondance de temps pour le faire et du coup, ça va bien se passer et on arrête de tout compter, etc. En fait, je fonctionne plutôt à l'abondance et à l'ambition. C'est plutôt ça qui va me motiver qu'à la survie. Et ce switch de survie à abondance, bah, en fait, la survie, et j'ai pas fini, hein, de switcher, mais la survie faisait en sorte que c'est sûr que là, j'avais jamais le temps. Parce que si je suis en mode survie, je vais tout planifier pour avoir pile le minimum vital. Et en fait, c'est le meilleur moyen d'être tout le temps débordé. Dès que j'ai même un truc cool qui arrive, bah, du coup, je suis débordé. Ça sort du cadre de ma survie, quoi. Et donc, bon, bref, à partir de ce truc-là, j'ai remarqué que bah, ça pouvait impliquer le fait que j'ai jamais de temps, par exemple. Et voilà, je voulais savoir un peu, toi, tu as réalisé en lisant Company of One, mais tiens, en fait, je peux déléguer, je peux faire des choses. Est-ce que toi, tu as eu des changements de mindset à opérer, tu vois? Et si oui, Oui. lesquels, tu vois? Plein et j'adore, ce moment où il y a vraiment, des clics et tout change en conséquence. Donc oui, il y a eu ça, déjà Company of One où je me suis dit: «En fait, je veux faire quelque chose de grand, sans rien changer, ni de moi, de ma personnalité, ni de ma vie, de mon lifestyle, de là où je vis, même dans un petit village du sud de la France, je peux, créer, une grosse société et aller toucher des gens dans le monde entier». Ça, c'est déjà vraiment tout est possible. Et, et ça vient aussi avec l'idée de les seules limites, ce sont les limites que je m'impose à moi-même, en fait. Et de croire vraiment que tout ce que je me disais, non, je peux pas faire ci parce que j'ai entrepris tard, je suis trop âgée, ou j'ai parce que moi j'ai deux enfants, ou j'ai pas fait des grandes études, donc je pourrais pas aller travailler avec des gens comme ça. Toutes ces limitations, ces limites, en fait, c'est vraiment, ils n'existent que dans notre tête. Et plus bah, plus on se dit que tout est possible, enfin, dès qu'on se dit que tout est possible, vraiment, l'impossible arrive. En fait. En tout cas, c'était comme ça pour moi. Euh, L'abondance, super important. Pour moi, c'était un vrai déclic. C'était à peu près il y a un an. Euh, je vivais très mal, mais vraiment, c'était vraiment un vrai deuil. À chaque fois que je perdais un gros client ou une assistante avec qui je m'entendais bien. Et c'est vrai qu'à chaque fois, j'avais la tendance à trop m'accrocher à ces personnes. Dès que j'ai trouvé une assistante incroyable, j'ai trouvé plein de business et je me disais, mais on va faire des choses incroyables ensemble. Elle est vraiment super. C'est grâce à elle que j'ai réussi. Et pareil, que j'ai trouvé des gros clients qui faisaient vraiment la différence au niveau du chiffre d'affaires. J'étais vraiment très attachée à eux. Et à chaque fois que je perdais ces personnes, j'avais vraiment l'impression que tout mon business allait s'effondrer, en fait. J'avais l'impression que mon business était lié à ces personnes, alors que évidemment que mon business n'est lié qu'à moi. Et, donc je vivais très mal. Et j'ai appris, en fait, c'est pas que j'ai appris. En fait, l'expérience m'a montré que ce n'est pas comme ça et qu'en fait, il y a rien de mieux de construire un business antifragile, comme on dit, et qui peut résister aux chocs, aux aléas et tout ce qui peut arriver de négatif.
l'expérience m'a montré, la vie m'a montré qu'à chaque fois que j'ai perdu une assistante que je croyais être la meilleure assistante du monde, bah, j'en ai trouvé une autre qui était meilleure. Et à chaque fois que j'ai perdu un gros client, je me dis mais jamais je trouverai un autre client aussi grand. Et ben j'en ai trouvé un autre plus gros après. Et donc c'est arrivé tellement de fois que maintenant j'ai la foi en fait, j'ai la confiance, je crois, je ressens vraiment cette abondance en fait. Donc ça c'est incroyable de le vivre, de le surmonter et d'en arriver là où je suis aujourd'hui. Ce qui a changé aussi pour moi, c'est le livre 10X. C'est le livre qui t'explique que faire x10, c'est plus facile que faire x2 en business. C'est lié aussi à Ok. un autre concept qui dit il faut pas être obsédé par des questions à $3 et plutôt s'est concentré sur des questions à $30,000. Ça, c'est un auteur qui s'appelle Ramit Sethi qui dit ça. Et ça aussi, ça a tout changé. C'est pour ça que moi, je ne vais pas me prendre la tête pour demander 10% de réduction sur la facture d'un prestataire ou négocier à mort les prix des assistantes ou essayer d'avoir les meilleurs deals possibles sur un outil. En fait, juste, je me prends pas la tête sur des petites questions financières. D'habitude, je paye plein pot et vraiment, je sais même pas d'essayer d'avoir des réductions ou de payer le moins possible ou de trouver les prestataires les moins chers possibles. Parce que je me concentre sur des grandes questions et sur ce qui peut vraiment faire la différence et rapporter des dizaines de milliers d'euros, en fait. Hmm. Ouais, super, super intéressant là-dessus. Et c'est vrai que la manière dont les gens négocient, ça en dit long aussi sur leur état d'esprit et leur rapport à l'argent. Et c'est tellement d'énergie. Juste avant, tu as parlé d'un truc quand même qui touche, tu l'as évoqué rapidement, c'est, je le souligne parce que je pense que ça touche pas mal de monde dans les auditrices auditeurs. Tu as dit, ça va me revenir, c'est plus facile de faire x10 que x2. Ça, je trouve ça intéressant. Toi, tu as eu un switch là-dessus parce que beaucoup de gens, là, que ce soit des entrepreneurs avec des boîtes, avec des salariés ou des solopreneurs, ils sont face à ce truc et j'en fais partie de tiens, est-ce que j'ai envie de scaler ou pas? Parce qu'en fait, scaler, ça veut vouloir dire potentiellement plus d'emmerdes. Et on parle d'ailleurs, en tout cas dans le soloprenariat, et ça, c'est certainement une énorme croyance, hein, ah tiens, une fois que tu arrives à 200 000 seul, bah là, tu arrives dans une zone où jusqu'à 1 million, c'est vraiment compliqué parce que c'est plein d'emmerdes opérationnelles et tu pas encore assez gros pour tout. Est-ce que c'est une vraie croyance, ça? Toi, je sais que tu es allé assez loin. Tu es plus proche des 1 million que des 200 000. Alors oui, Hem, mais moi, scaler, ça m'intéresse pas, en fait. J'entends parler de OK. ça partout. Je trouve que les gens appliquent Pourtant, ça, tu l'as fait, mais c'est concrètement. alors pas vraiment. Pour moi, scaler, en fait, c'est un terme un peu, les gens l'utilisent un peu dans tous les domaines, alors que pour moi, ça devrait être, ça reste dans le domaine des SaaS, en fait, des Oui, software as a service, où vraiment tu peux scaler un business sans rien, sans augmenter le nombre de développeurs, d'humains, d'employés que tu as, ni le nombre d'argent en fait que tu dois investir pour chaque client en plus oui. que tu as. Pour moi, dès qu'on parle d'un business où il y a des humains, déjà comme moi, une agence, pour moi, je peux pas vraiment scaler en fait. Mmh. Si je prends 40 clients de plus, forcément, ça demande aussi d'aller recruter une dizaine d'assistantes de plus, de les former, de les suivre. Donc, c'est tout de scaler. C'est genre, j'ai fait 10 Mmh. fois plus en chiffre d'affaires, mais l'effort que j'y mets, c'est pareil, ça change pas. Pour moi, ça s'applique pas vraiment à la majorité des business là où il y a des humains. Euh, la croissance linéaire, en fait, pour moi, c'est beaucoup mieux. Il faut pas être obsédé par le scale. C'est juste, mais comme je parlais des grandes questions au niveau des finances, c'est pareil. S'y concentrer sur des grandes questions qui font la différence en business. Ça a été pour moi, par exemple, passer du tarif horaire à avoir un forfait minimum par mois. Ça fait une différence, une grosse différence au niveau du chiffre d'affaires. Ça peut être mais aller vendre plus de services aux clients que tu as au lieu d'aller chercher de nouveaux clients. Ça, c'est un choix business très rentable, qui ne demande pas beaucoup d'efforts, mais qui peut rapporter beaucoup plus. Donc ça, c'est pareil, c'est des petites astuces, mais qui font vraiment la différence. Moi, j'ai même mis en place le call payant à un moment. Personne ne faisait ça, surtout un solopreneur. Un call découverte avec moi coûte 60 euros.
Et ça aussi, en fait, même ce temps-là, que je donnais gratuitement toutes les semaines, je faisais 4, 5 heures de call découverte, à un moment, ça a été rémunéré. Juste parce que j'ai eu l'idée de me rémunérer, je me disais que ça pourrait être un bon choix. Il y a plein de petites astuces comme ça qu'on peut mettre en place. Et quand on parle de que faire x10, c'est plus facile que faire x2, c'est que quand on trouve le bon market fit, on a le bon produit, la demande est là, on sait comment aller chercher les clients pour ce produit. Après, tout est facile tout est beaucoup plus facile. Et parfois, on élimine 80% de notre business actuel. On se concentre que sur ce qui marche vraiment. Et on élimine tout le reste et on prend ce qui marche et juste on l'améliore. C'est c'est une bonne, OK, je retiens. C'est un bon tips pour moi pour faire mon bilan de l'année et essayer de trouver un 20-80, un Pareto, Ouais, sur l'année. Merci beaucoup mais pour ta réponse. Ouais, pardon? on a parlé aussi de Elon Musk quand il a racheté X, Twitter. Oui. Il dit il a licencié 80%, je crois, des employés et qui a dit que pareil, en fait, au niveau du chiffre d'affaires, ça n'a pas changé grand-chose. Ça aussi, en fait, le fait faire x10, ça c'est plus facile de faire x2. Ça veut dire en fait que prendre des grandes décisions radicales dans le business, mais ça mène plus de résultats que continuer à prendre des petites décisions et apporter des petites modifications par-ci et par-là. Mmh. Hem, ouais et c'est important. Merci pour ça. Enfin, c'est vraiment intéressant et important. Je pense que tu parles du fait que sur des business d'indépendants, de solopreneurs qui concernent des humains, la notion de scales qui est et je t'ai posé la question parce que c'est un mot qui revient beaucoup et qui est très vendu, beaucoup de Ouais, promesses aussi, des accompagnements qui vendent du scale. La notion de scale, en fait, c'est presque un non-sens parce que tu peux enfin, changer d'échelle sur un accompagnement humain, ça veut juste dire plus de temps humain. Tu peux pas tu peux pas ouais, te démultiplier et donc c'est enfin, oui. c'est une réalité qui peut être un peu biaisée dans tout ce qui est vendu. Voilà, c'était bien de t'entendre parler de ça. Toi qui, je sais, bah, bosse avec, tu nous l'as dit, une quarantaine de personnes, fait 800 000 € de chiffre d'affaires sur une boîte seule et tu considères pas que tu as scalé. Donc je trouve que c'est Je cool. considère pas que j'ai scalé, ça m'intéresse pas. Et en fait, mon but n'est jamais euh, combien d'argent de plus je peux faire. En fait, c'est vraiment, on en avait parlé une fois, mais moi, c'est vraiment combien de personnes de plus je peux aider. Et je suis vraiment passionnée par ça. J'adore aider les entrepreneurs à retrouver du temps, retrouver la passion du début quand ils ont créé leur business. Et le fait d'aider encore plus de monde, vraiment, c'est une joie pour moi. OK, merci pour le Et partage et on tu dit vois souvent ça, on dit que quand on est aligné et quand on fait ce qu'on aime, en fait, après, l'argent vient en fait à nous. et ouais et beh, tu vois, tu le dis et tu vois, moi, je t'ai cru, donc c'est pour ça d'ailleurs que j'avais payé le call, hein. Moi, j'ai fait partie de ceux qui ont fait un call Mm. payant pour aller aussi te demander des conseils et donc c'était enfin, pour moi, c'était complètement logique, que je paye et donc c'était très chouette, comme ça. Mais pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que je t'ai cru, tu vois? Et je t'ai cru parce que, hem, tu dis que tu aides des gens à s'organiser pour faire plein de choses, pour se concentrer sur leur zone de génie et tu accompagnes plein de monde et cetera. Mais tu le dis, tu communiques, tu prends le temps de communiquer, à travers ta personne et je me suis dit: «Ah, si elle a, une belle audience», là, j'ai regardé à l'instant, tu es à 17 000, et quelques rien que sur LinkedIn. Je sais que tu es très active aussi sur Insta. En gros, si elle prend le temps de partager sa mission et de le faire à fond et qu'elle a plein de clients, c'est quand même la preuve qu'elle a craqué quelque chose que d'autres n'ont pas craqué parce que, quelqu'un qui aurait même pas le temps, qui serait invisible sur les réseaux, bon, j'aurais aucun indicateur tangible de ah oui, d'accord, cette personne-là est quand même dans une certaine maîtrise pour arriver à communiquer. Et donc, moi, c'est ça qui m'a inspiré. Je me suis dit ah oui, elle est forte et vraiment, elle a passé un cap parce qu'elle arrive là où peu de gens arrivent. C'est-à-dire, moi, beaucoup de dirigeants que j'accompagne, ben, ils aimeraient communiquer. Ils disent en tout cas qu'ils n'ont même pas le temps. Ça veut dire qu'ils n'ont pas passé ce cap-là. Donc, aujourd'hui, tu as une belle audience. 17 000 personnes sur LinkedIn. J'ai pas regardé sur les autres réseaux, mais je sais que tu es actif sur Insta. Je voulais savoir bah, quand et pourquoi tu t'étais mise à prendre la parole sur les réseaux, tu vois, et comment tu t'organisais du coup?
puisque là, c'est le sujet du podcast, hein, bien Ah. sûr, on parle de gens qui construisent Mmh, une marque OK. personnelle et c'est quelque chose que tu as bien fait, Mmh. quoi. Alors déjà, merci beaucoup. J'ai bien aimé ce que tu as dit, qu'en fait, que tu as pris le call avec moi parce que tu croyais, en fait, en moi. Tu pensais qu'il y avait quelque chose de vrai, d'authentique. Et pour moi, ça, c'est vraiment, l'avantage du personal branding dont tu es expert. Mais c'est vraiment, c'est que les gens te font confiance, en fait, avant même de travailler avec toi. Et ça, moi, j'adore. C'est pour ça que j'adore le personal branding. J'adore avoir une audience. Et j'adore le fait que les gens ont confiance en moi parce qu'ils m'ont vu, parce qu'ils me voient parler, exprimer mon opinion et ils me voient partager des choses de ma vie personnelle depuis des années. Donc ils voient que je ne sais pas un vendeur de tapis comme on dit, et en fait ils tombent pas juste sur mon site en se disant mais c'est qui celle-là, est-ce que c'est vraiment quelqu'un d'honnête. Je pense qu'ils le savent et ils voient que je suis quelqu'un d'authentique, et ça me fait vraiment plaisir. Et le fait de prendre la parole sur les réseaux, pour moi, c'est un peu ça. C'est juste, alors, c'est juste, oui. En fait, le but, c'est attirer les personnes. Ça, c'est le but marketing, je dirais, attirer des clients. Mais la vraie raison, c'est que vraiment, ça me fait plaisir de diffuser un message, de parler des choses qui me passionnent. Et au lieu de le faire en privé avec tous les gens de mon entourage, mais je le fais de façon publique. Mais vraiment, il n'y a rien qui est étudié derrière. C'est vrai que LinkedIn, je reste un peu sur mon sujet d'expertise. Et alors que sur Instagram, je partage beaucoup plus de choses personnelles. Mais c'est parce que c'est le réseau en fait qui fait ça. Mais vraiment, ça me fait réellement plaisir. Et alors, mon personal branding, moi, je l'ai pas. Enfin, je parle de ce qui me passionne, mais je l'ai pas vraiment étudié. Je saurais même pas le définir. Et c'est un peu les autres en fait qui m'ont repéré en fait. Mais moi, je j'ai jamais mis en place une stratégie. Moi, mon personal branding, je dirais que c'est je fais ce que je veux. Tu vois, c'est vraiment authentique. Je parle de ce que je veux et je pense que les gens voient ça. Et il y a rien d'étudié. Même mon Instagram, j'ai changé plusieurs fois d'image, de branding, de façon de communiquer. Et je fais vraiment selon ce que j'ai envie de faire. À un moment, j'ai Mmh. voulu imiter des personnes que je suivais sur les réseaux, donc j'ai pris un photographe et j'ai fait des shootings photos professionnels. Et maintenant, je regarde ces photos et je me dis, mais en fait, c'est pas moi, ça m'ennuie. Pourquoi je fais ça? Et je sais que je vais changer, je vais donner une image beaucoup plus naturelle dans les photos à venir. Et j'aime bien, en fait, juste être le plus authentique possible. J'ai demandé à mon audience qu'est-ce qui est le premier mot qui leur vient à l'esprit, en fait, quand ils pensent à moi sur les réseaux. Et c'est vraiment authentique. Les gens ont l'impression que je dis tout, que j'ai pas, voilà, que je suis très sincère. Ils me font confiance et j'aime bien pouvoir, j'aime bien cette image, en fait, que je donne naturellement sans faire d'effort. Mmh. Pourquoi j'ai pris la décision de parler sur les réseaux? Vraiment pour, tout simplement, je me suis dit, où sont mes clients? Mes clients sont sur LinkedIn. Il y a 3 ans et demi, c'était encore un peu un réseau professionnel. C'était vraiment là où il y avait cette transition qui commençait à s'opérer, de devenir plus un réseau où les gens partagent plus des choses personnelles. Je pense que j'ai commencé à écrire au bon moment. Ouais. Et je sentais que j'avais aussi un espèce de devoir, en fait, de évangéliser le marché parce qu'en fait, moi, je suivais la presse américaine. Tous les entrepreneurs parlaient de virtual assistant, mais ça n'existait pas en France. Mais vraiment, il y a 4 ans, ça n'existe pas. Et je pense Mmh. que pareil, c'était le bon timing parce que j'ai commencé à parler du rôle de l'assistante quand il y avait personne qui le faisait, en fait. Ouais, ouais, il y a la Ça notion aussi de a timing aussi. joué. C'est Et ouais, tu vois, dans le personal branding, bah, en fait, tu dis, il est pas défini, je fais ce que je veux, mais juste avant, bah, plus tôt dans l'épisode, tu as partagé que toi, t'aimais vraiment pas, je crois que je sais plus le mot exact que tu as dit, mais, j'aime vraiment pas le cadre ou la contrainte ou avoir, quelque chose de très structuré. J'aime être libre et j'ai plutôt un profil entrepreneur artistique et donc ça se reflète carrément dans ta démarche, en fait. ouais, Et donc oui. fi Mais c'est pour ça que c'est authentique, quoi. oui, c'est pour ça que le personal branding, moi j'adore le concept, mais c'est vrai que
connais des personnes qui ont un personal branding que moi, jamais de la vie, je voudrais avoir. Parce que pour moi, la liberté, c'est plus important que tout. C'est vraiment ma valeur principale dans la vie. Et pour moi, si mon personal branding m'oblige à m'habiller d'une certaine façon, avec une certaine couleur, d'utiliser certains mots du vocabulaire ou de me présenter d'une certaine façon ou de garder le même ton, pour moi, je veux pas ça, en fait. Vraiment, Ouais, du je coup, comprends. t'es pas libre, en fait. Ah, je Et, comprends. Bah, de toute manière, et, ça doit pas être enfermant, ça doit être porteur. Donc, ouais. Et mon personal je branding, c'est vraiment le fait d'être authentique, de faire ce que je veux. Et je pense en fait, c'est ma personnalité, mon personal branding, je trouve. et ouais, bah, c'est bien. Enfin, tu touches à un truc. Le danger serait de créer une caricature, qui De- s'éloigne finalement de la personnalité. Enfin, on est là pour partir de soi, que ce soit très bien travaillé et structuré ou pas. Vaut mieux que la base soit vraie. Et j'avais une question juste organisation, parce que du coup, pour, publier, monter une audience, ça prend du temps. J'étais juste curieux de savoir, et pour celles et ceux qui nous écoutent, ça fait toujours des exemples de toi, comment tu t'organises? Est-ce que c'est quelque chose que tu as délégué? Alors, je ne m'organise pas. OK. Pas encore, en tout cas, parce que c'est la partie un peu créative, c'est la partie que j'aime bien. Par exemple, OK. écrire des posts LinkedIn, j'aime ça. Et j'aimerais le faire plus. J'aimerais avoir des vrais moments dans la semaine où je fais ça. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et c'est vraiment, je suis l'inspiration. Parfois, je lis un livre, quelqu'un me parle d'un sujet. J'ai écrit un post LinkedIn dans mes notes et j'essaie de l'améliorer. Mais ça me prend vraiment pas beaucoup de temps parce que j'aime ça. Instagram, c'est pas encore étudié. Je sais pas, j'ai pas encore trouvé ce que je veux faire, mon image. Là, je vais réessayer de avoir plus de contenu vidéo, parler plus de moi et de business, et Mmh. créer des reels. YouTube, j'ai essayé, j'ai fait quelques vlogs, j'ai aimé, mais c'était très chronophage. Donc pareil, c'est en 2025, j'aimerais avoir quelqu'un qui me suit au quotidien en fait Ah oui. pour me filmer au quotidien, parce que moi j'arrive pas trop à le faire et j'aime pas en fait quand je dois préparer, je trouve que ça tue mon inspiration, ma créativité. Donc voilà, j'ai pas encore trouvé ma méthode. OK, ouais, on parle déjà de 3 canaux, c'est Ouais. déjà, effectivement, Mm. c'est consommateur de temps, et donc c'est déjà, Oui, mais ambitieux et chouette. ouais, j'aime bien cette idée de LinkedIn, c'est un peu le réseau professionnel, parce que c'est là encore Ouais, aujourd'hui, et c'était mon premier canal d'acquisition pendant longtemps. Instagram, c'est là où juste je m'éclate. En fait, les gens qui aiment bien me suivre, c'est tout. Mais je cherche pas des clients, et mes clients, je me suis même pas. Et YouTube, moi j'aime bien le côté YouTube, j'aime bien les vidéos, le fait que ça reste en fait. Et quelqu'un dans 5 ans pourrait retomber sur ma ouais, vidéo et apprendre des choses. Alors que sur Instagram, ce que tu as posté il y a 2 ans, ben, personne ne le verra. Ça, j'aime bien. et ouais. Ouais, ouais, YouTube, c'est du contenu plutôt de stock plus que du contenu de flux, et en plus c'est Google, donc c'est du SEO, ouais, c'est quelque chose qui reste. Il reste quelques minutes. Est-ce que tu as encore quelques minutes? Oui, avec plaisir. OK. J'avais quelques questions à te poser. Plutôt, si on remonte d'un cran, on a parlé des étapes, de comment on fait, comment on switch son mindset, qu'est-ce qu'on délègue, et cetera, en prenant beaucoup d'exemples sur ton parcours, et merci pour le partage. Aujourd'hui, toi, bah, c'est quoi la suite, tu vois? Quelle est Là, c'était en 2020 où tu as switché et commencé à monter, VA World, et aujourd'hui, on est quasiment 5 ans après. C'est quoi ton objectif? Quelle est ta vision? Est-ce que tu as une vision à 5 ans sur ton agence, ou on verra, quoi? Alors, je faut savoir que mon business s'adapte en fonction des personnes que je rencontre. Donc, c'est vrai qu'à un moment, par exemple, j'avais une super assistante experte, Calliope, par exemple, et je lui demandais plein de prestations pour les formateurs. À un moment, j'ai eu une assistante très forte en événementiel, on faisait beaucoup d'événementiel. Après, en OBM, en structuration, on vendait beaucoup de prestations comme ça. Et c'est vrai que donc je laisse la porte ouverte, en me disant que ça dépendra des gens que je vais rencontrer dans les années à venir. Il y a des gens je participe à des masterminds, aussi, au moins une fois par an. Ça aussi, je sais qu'à chaque fois, je rencontre quelqu'un qui va faire la différence et qui me donnera envie de faire de nouvelles choses. Donc moi, en fait, je laisse la porte ouverte à plein d'idées dans le futur. Ce que je voudrais pour mon agence, serait un peu plus de clients à l'international. J'aimerais travailler avec des clients aux États-Unis. J'aimerais un peu me. Alors,
moi, je trouve que les gens qui avancent vite en business, c'est des gens qui sont OK avec le fait qu'il y a des phases, en fait, dans la vie Mmh. perso comme dans le business, et qui n'ont pas peur de switcher, de sortir de leur zone de confort, de dire adieu à une phase de leur business pour passer à la suivante. Je pense que je suis assez forte dans ça. Et donc, par exemple, j'ai adoré travailler pour des créateurs de contenu qui avaient des grosses audiences, qui ont parlé de moi, qui m'ont présenté d'autres personnes. Euh, j'ai adoré cette partie, je suis très reconnaissante. Mais aujourd'hui, j'ai envie un peu de sortir de ce groupe de peut-être créateurs LinkedIn où tout le monde s'y Ouais. connaît et aller chercher des clients peut-être moins connus à l'étranger, notamment aux États-Unis, juste parce que je trouve que voilà, ils ont un mindset juste incroyable et j'aimerais avoir cette expérience. Est-ce qu'il y a un truc qui te fait peur aujourd'hui, encore? Non. Moi, ma plus grande peur en business, c'est perdre le sens et la passion, en fait. C'est vraiment ma plus Ouais. grande peur. Ça me terrorise parce que si je perds ça, je sais que je peux très vite partir en dépression et tout abandonner, en fait. Donc c'est la seule peur, mais j'en suis consciente, donc je fais attention de ne jamais perdre ça. Et est-ce que, si tu te, c'est une question, est-ce que tu as pris sur la j'hésite entre 2 questions, mais est-ce que sur là, bon allez, je vais poser celle-ci. Là, on est sur, on est le fin de l'année 2024, décembre 2024. Est-ce qu'il y a enfin, c'est quoi les meilleures décisions que tu aies prises cette année? Si tu es d'accord pour les partager, et est-ce qu'il y en a, parmi ces décisions, qui t'auraient paru absurdes il y a 3 ans? Bah, peut-être déjà mettre en place un call découverte payant. Vraiment, je le Ouais. répète, je connais personne qui fait ça. Ça, c'était une super décision parce que c'était un filtre énorme, ultra puissant. Mmh. Donc, les gens qui me contactaient, ils étaient déjà intéressés, ils étaient déjà me faisaient confiance, ils étaient déjà OK pour travailler avec moi, limite. Ils avaient juste envie d'une petite confirmation. Mais ça m'a fait gagner énormément de temps. Parce qu'avant, j'avais des no-shows, j'avais des gens qui venaient Ouais. juste pour se renseigner, mais qui n'étaient vraiment pas prêts à travailler avec moi. Voilà, j'ai éliminé tous les touristes, entre guillemets. Donc, j'ai que des gens très intéressés et très motivés qui me contactent aujourd'hui. Donc, je perds pas de temps. Tu l'avais mis à 60 €, hein, pour info, je crois, hein? Oui, Pour ceux qui nous oui. écoutent, OK. Mais ça, j'ai pu le faire au moment où j'ai commencé à avoir une audience. Sinon, avant, ça aurait été impossible. Donc ça, c'était un super choix. Je pense que le meilleur choix que j'ai fait cette année, c'était de me renseigner, de lire des livres sur le management, sur le OK. leadership, de m'intéresser à ce sujet et de creuser le rôle du CEO. Qu'est-ce qu'est le CEO? Qu'est-ce qu'il devrait faire un CEO? Qu'est-ce qui est dans le rôle du CEO et qu'est-ce qui n'est pas dans le rôle du CEO? Ça, j'ai adoré. J'ai des livres à recommander. Ça s'appelle Patrick Lencioni, Oui. qui écrit des livres sur le leadership. Moi, j'ai beaucoup aimé. Il m'a beaucoup appris. Par exemple, le fait que moi, j'avais cette idée que l'école est inutile, que moi, j'avais pas besoin de faire d'école avec mon équipe, que mon équipe était autonome et tout ça. Ça, pareil, grosse erreur. Euh, Maintenant, je sais que plus je fais des calls réguliers, structurés, mieux mon business se porte et avance. Et j'ai fait l'erreur d'être trop proche de mon équipe, de mes clients. Euh, C'était une grosse erreur. À un moment, ça marchait plus. Il y avait le respect, en fait. Il y avait plus de respect. D'accord. Parfois, quand on est trop proche. Et ça aussi, ces livres m'ont appris à rester dans le rôle d'un CEO, en fait. Ne Ah, pas OK. trop mélanger le business avec les amitiés perso. Ah, super. Je regardais derrière sur l'étagère parce que j'en ai un de Patrick Lencioni qui s'appelle The Five Dysfunctions of a Team, Ok. qui est vraiment pas mal mais alors c'est peut-être pas le même, hein, dont tu parles, mais en tout cas, The Oui, il Five est très bien Dysfunctions aussi, of a quoi. Team Ouais. est très bien, c'est le seul que je connais de lui, mais merci pour la ref, et je mettrai dans les notes de l'épisode, donc globalement, tu te souviens du titre de ce livre? Tac. Euh, Sinon je retrouverai, hein. The Motive. The Motive. OK, The Motive. Merci. On ressort avec plein de livres à lire, c'est top. Pour la Hem, délégation, pour moi, les 2 livres plus importants, ouais, c'est Buy Back Your Time de Dan Martell et ouais, heu, Who Not
not how. Oui, et c'est comment. Who, not how. Ok. Le Oui, c'est qui, ça, pas de comment. Dan Sullivan. Merci beaucoup. Pour tous ceux qui s'intéressent au sujet, je le mets dans les notes de l'épisode. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée? Je sais pas. Non, c'est bon, on est Mmh. bon. Je ne sais pas si Mmh. j'avais oublié un truc énorme ou pas. Non, je pense pas. Est-ce que, est-ce que du coup, pour celles et ceux qui veulent te suivre ou te joindre, enfin, comment ils peuvent faire? C'est quoi les meilleurs moyens de te suivre, te joindre ou de bosser avec toi? Là où je communique le plus, c'est LinkedIn, donc sur mon profil, Maddalena Martini. Après, si vous avez besoin d'une assistante, il y a le site vaworld.fr. Mais vous pouvez aussi choisir de devenir une assistante virtuelle. Je vous invite à venir cliquer sur les liens sur mon lien, sur mon profil de LinkedIn. Mais c'est vrai que vous pouvez rejoindre la VA Academy pour 15 € par mois où on forme les assistantes. Bah, merci beaucoup, Madalena. Merci beaucoup pour le partage À toi, merci beaucoup Mathieu. et merci à celles et ceux qui sont toujours là de nous avoir, écoutés jusqu'au bout. Si vous avez du coup, des questions, n'hésitez pas à me les envoyer ou si vous avez des retours, je les ferai passer à Madalena et sinon allez vous connecter, directement à elle sur LinkedIn. Je vous dis à tous, bonne journée, à bientôt. Ciao.